Nous sommes le vendredi 1er mai 1992 en Argentine, à la capitale, Buenos Aires. Ce soir-là, dans l'église Sainte-Marie, Carlos Dominguez, un homme qui a l'habitude d'aider le prêtre pour la gestion de l'église, remarque que deux bouts d'hosties sont devant le tabernacle. Il pense qu'elles sont probablement tombées du ciboire lorsque le prêtre les a mises dans le tabernacle. Selon la tradition, lorsqu'une hostie est tombée par terre, on doit la mettre dans un récipient d'eau en attendant qu'elle se décompose. C'est donc ce que fait Carlos. Puis il met le récipient d'eau, en l'occurrence ici un vase en céramique, dans le tabernacle et va se coucher. Une semaine après, le matin du 8 mai, frère Juan Salvador Carlomagno, l'un des prêtres de l'église, regarde pour la première fois dans le récipient. Et là, il tombe de haut. Dans l'eau se trouvent 3 éléments, comme si une des hosties s'était décomposée en 2 parties. Et les 3 éléments ressemblent à 3 caillots de sang, avec des traces de ce liquide rouge aussi sur les bords du vase, un peu comme si les hosties avaient éclaté et que du sang était sorti d'elles. Très vite, vous vous en doutez, les faits remontent jusqu'à la hiérarchie. L'évêque de Buenos Aires d'alors, Monseigneur Antonino Carracino étant absent, c'est son auxiliaire, une sorte d'adjoint, Monseigneur Eduardo Miras, qui est mis au courant. Il va alors demander à ce que les échantillons d'hosties soient analysés scientifiquement. Plutôt logique. Très rapidement, 2 docteurs sont alors sélectionnés pour ça. La première, la docteure Isabelle Boto, est oncologue, c'est-à-dire médecin spécialiste qui traite les personnes atteintes de cancer. Elle tente de prélever avec une seringue ce qui ressemble à du sang et l'analyse ensuite avec sa technicienne de laboratoire, Alicia Martinez. Verdict, c'est bien du sang. Elle a même affirmé avoir vu des cellules musculaires sous son microscope. De son côté, l'autre médecin est Madame Adelma Miriam Segovia de Sazot, hématologue de l'hôpital Ramos Mejía de Buenos Aires, c'est-à-dire une médecin spécialiste des maladies du sang. Elle confirme également la présence de sang, mais encore plus stupéfiant, elle écrit à un moment dans son rapport en parlant de l'échantillon d'hostie « Une fois où je l'ai observé, j'ai remarqué une zone qui semblait battre de manière rythmique. L'hostie semblait donc battre comme si c'était un cœur encore vivant. » Extrêmement étrange et perturbant, n'est-ce pas? Bon, je vous passe tous les détails techniques des différents rapports médicaux, avançons un peu. En fait, 2 ans plus tard, en 1994, un autre phénomène très étrange va se produire dans cette même église de Buenos Aires, lorsqu'une personne remarque des traces de sang sur un ciboire contenant des hosties consacrées. Mais comme on dit, jamais 203, et c'est en 1996 que va avoir lieu un dernier miracle eucharistique, sur lequel beaucoup d'analyses seront réalisées. Ce dimanche 18 août, à la fin de la messe de 19h, une fidèle remarque, au pied d'un chandelier devant un crucifix, une hostie à moitié cachée. Elle en fait part, très gênée, au prêtre, le père Alejandro Pezet. L'hostie avait certainement été abandonnée par quelqu'un ayant des intentions de profanation. Le prêtre hésite à la consommer lui-même, mais elle est trop sale et poussiéreuse. Il demande donc à Emma Fernandez, une femme de 77 ans qui a l'habitude de l'aider pour gérer l'église, de la mettre dans l'eau et de la placer dans le tabernacle selon la procédure habituelle. Rebelote. Dès le 26 août, une substance rougeâtre étrange apparaît dans l'eau. La hiérarchie est informée. Au bout d'un mois, le matériau étranger restant est transféré dans une bouteille fermée d'eau, distillée et stockée en sécurité. Puis, plus rien ne se passe jusqu'en 1999, soit 3 ans plus tard. Le nouvel archevêque de Buenos Aires, depuis l'année précédente, est alors nul autre que Monseigneur Bergoglio, qui ne le sait pas encore, mais deviendra pape en 2013, le pape François. Et justement, il demande de faire réaliser de nouveaux tests scientifiques en juillet 1999. Il fait alors appel à l'agence indépendante du docteur Ricardo Castanon Gomez. Le docteur Gomez est un psychologue clinique et un expert en psychosomatique, biochimie et neuropsychophysiologie. C'était un ancien sceptique qui s'est penché sur de nombreux cas de miracles catholiques et a fini par se convertir quelques années auparavant. Il a la tête sur les épaules, ce n'est ni un naïf ni un sceptique pur et dur qui refuserait de croire même devant l'évidence. Avec la coopération du présentateur de télévision australien Mike Willesee et du réalisateur et avocat Ron Tesoriero, ils vont filmer tout le déroulé de l'enquête. Les interrogatoires des témoins et même les scientifiques qui vont étudier les échantillons d'hostie pour tout documenter le mieux possible. Le 21 octobre 1999, c'est donc l'avocat Ron Tesoriero en personne qui remet 2 tubes scellés contenant les restes d'hostie au Forensic Analytical Crime Lab, un laboratoire d'analyse médicale en Californie. L'un des flacons contient un bout d'hostie du miracle de 1992 et l'autre un bout d'hostie du miracle de 1996. Les analyses scientifiques sont faites en aveugle, c'est-à-dire que les chercheurs qui étudient les hosties ne savent pas ce que c'est. Bon, en gros, ça veut dire qu'on leur a juste passé le tube en leur demandant de l'ouvrir et de dire ce qu'ils pensent que c'est. Par exemple, l'étiquette sur le 2e tube scellé indique simplement ceci. Ce qui signifie 26 août 1996, échantillon humide, 5 octobre 1999. Toutes ces enquêtes coûteuses furent entièrement financées par le Grupo Internacional para la Paz, agence fondée par le docteur Castanon Gomez lui-même. Tout est filmé et documenté pour s'assurer qu'à chaque étape, aucune supercherie n'est réalisée. Un premier rapport, signé par une certaine Vanora Keane, sort le 1er mai 2000 et donne les conclusions du test numéro 19 990 441 réalisé sur les 2 échantillons. De l'ADN humain a été retrouvé.
Mais l'équipe du Dr Gomez veut aller beaucoup plus loin et veulent faire confirmer ces résultats par d'autres laboratoires, toujours en aveugle. Ils envoient d'abord ce qui reste des 2 échantillons au Dr Robert Lawrence, du laboratoire Delta Pathology Associates Medical Group à Stockton, aussi en Californie. Celui-ci confirmera que l'échantillon est d'origine humaine et expliquera même, dans une interview enregistrée en vidéo le 7 décembre 2000, que les globules blancs étaient actifs et vivants au moment où ils ont été prélevés. De plus, il déclara que la survie de ces globules blancs dans l'eau sans se dissoudre après plus de quelques minutes, 1 heure tout au plus, une fois séparés de l'organisme vivant dont ils provenaient, était tout simplement inexplicable. Et pourtant, les hosties étaient restées plus de 3 ans dans de l'eau, et même de l'eau distillée. L'eau distillée, qui est une eau sans minéraux ni sel, empêche la vie de se développer. Et pourtant, 3 ans après, des globules blancs étaient toujours vivants. Incompréhensible. Mais l'équipe du Dr Gomez voulait vraiment faire les choses bien. Ils continueront à montrer les échantillons à plusieurs autres scientifiques dans les mois puis les années suivantes. Par exemple à ces 3 scientifiques australiens, et qui ont tous confirmé l'origine humaine des substances étudiées, qui pourtant, je le rappelle, étaient au départ de simples hosties de pain, faites de farine de blé et d'eau. Finalement, l'équipe du Dr Gomez voulait un dernier avis, qui pourrait faire autorité de manière définitive. Ils ont alors pensé au professeur Frédéric Zouguibé, médecin légiste en chef et cardiologue du comté de Rockland à New York. Avec ses 30 années d'expérience, il est l'auteur de plusieurs découvertes scientifiques et de nombreuses publications, et a réalisé 10 000 autopsies à son actif. Ok, la classe quoi. Il le rencontre donc le 20 avril 2004 et la réunion est filmée. J'ai réussi à retrouver la vidéo originale que vous voyez à l'écran. C'est Tesoriero qui tient la caméra et Wilsey qui interviewe. Le professeur Zouguibé souhaite connaître l'origine du matériau à examiner, mais les 2 Australiens gardent le silence. Zouguibé scrute alors les échantillons sous le microscope et ses mots sont enregistrés. Je vais vous mettre l'entièreté de l'extrait que j'ai pu faire doubler. Vous allez voir, c'est un petit peu long, mais tellement éclairant. Et pour ceux qui voudraient voir l'interview originale, je vous mets un lien en description. Tissu cardiaque. Il y a un infiltrant inflammatoire ici, mais l'infiltrant inflammatoire est mixte. En fait, c'est mélangé ici. En d'autres termes, le tissu cardiaque lui-même se dégénère et dégénéré. En d'autres termes, c'est ce qui se passe parfois après une crise cardiaque. C'est une personne qui a eu une crise cardiaque, mais ce n'est pas immédiat. En d'autres termes, la personne a dû vivre une période de temps après cela, pendant au moins quelques jours après cela. Maintenant, il y a d'autres choses qui peuvent causer ce type d'élément qui ressemble à une crise cardiaque. Dans les accidents de voiture, où ils subissent des écrasements de la poitrine, et cela cause des dommages au cœur. Vous l'obtenez d'une personne qui se fait frapper à la poitrine. Vous savez, j'ai écrit plus de 100 articles en cardiologie. J'étais directeur de la recherche cardiovasculaire à l'hôpital des anciens combattants. Je suis membre à part entière de l'American College of Cardiology, ainsi qu'un pathologiste médico-légal. Et le cœur est une zone que je connais. C'est mon domaine. Comme le docteur Lawrence avant lui, le docteur Zouguibé a confirmé que les globules blancs étaient vivants au moment où l'échantillon a été prélevé. Un peu plus tard, Wilsey demande « Combien de temps ces leucocytes survivraient-ils si le tissu avait été mis dans de l'eau ?» La réponse est la même que celle du docteur Lawrence 4 ans plus tôt. Il se dissoudrait en quelques minutes et n'existerait plus. À ce moment-là, les 2 Australiens révèlent à Zouguibé que le matériau est resté pendant 1 mois dans de l'eau du robinet, en août 96, puis pendant 3 ans dans de l'eau distillée. Un autre problème est la question de savoir comment le tissu cardiaque a pu être fait pour survivre dans l'eau pendant 3 ans. Ce tissu était dans l'eau pendant 3 ans. C'est fantastique. Êtes-vous sûr que c'était de l'eau et non du formaldéhyde? Nous sommes sûrs que c'était de l'eau. C'est difficile à croire parce que le tissu ici montre une bonne fixation. Et ce serait incroyable. Plus tard, il précise qu'après une si longue période dans l'eau, non seulement les globules blancs disparaîtraient, mais aussi toute autre cellule humaine perdrait toute morphologie reconnaissable. Ce n'est qu'après coup, et à son grand étonnement, qu'il lui révèle que le matériau provenait d'une hostie consacrée. L'hostie s'est donc transformée en un bout de cœur qui a beaucoup souffert, nous dit Zouguibé, et cela fait penser inévitablement à Jésus sur la croix, qui est mort dans d'atroces souffrances. Encore une fois, pour ceux qui le veulent, je vous mets l'entièreté de l'interview en description. Le rapport final de Zouguibé sortira en mars 2005. Ce qu'il s'est passé à Buenos Aires à lui tout seul est tellement saisissant, a été tellement bien attesté par différents scientifiques, et défie tellement toutes les lois de la physique, que cela suffit pour être amplement convaincant que les miracles eucharistiques existent bel et bien. En effet, rien qu'ici, on a au moins 3 miracles en un. Premièrement, la transformation du pain en un bout de cœur. Deuxièmement, le fait que ce bout de cœur se soit conservé pendant plusieurs années dans de l'eau distillée. Troisièmement, le fait que les globules blancs étaient encore vivants après toutes ces années.
Mais le plus impressionnant est que le miracle eucharistique de Buenos Aires n'est qu'un parmi tant d'autres miracles eucharistiques récents, et la multiplicité des phénomènes, leur diversité sur le globe, ne laisse plus aucune place au doute. Parce que oui, il y a bien des milliers de miracles catholiques, et nous avons réellement plus de 1000 raisons de croire que la foi chrétienne est vraie, unique et incomparable. C'est bien le but même de notre projet que de montrer ça, alors si ça vous parle, abonnez-vous ainsi qu'à notre newsletter, et avant de terminer cette vidéo, voici quand même un autre exemple de miracle eucharistique très solide. Nous sommes il y a moins de 20 ans, le 22 octobre 2006, à Tixla, au Mexique. Plus de 600 personnes ont suivi un week-end de retraite spirituelle animé par 2 prêtres, Leopoldo Roque et Raimundo Reina Esteban, surnommés Père Rayito. Ce dimanche, la messe est donc célébrée dans une salle municipale car les 600 participants ne rentrent pas dans la petite église de Saint-Martin de Tours. 2 religieuses aident à la distribution de l'Eucharistie au moment de la communion, où les catholiques s'approchent pour recevoir Jésus présent dans les hosties consacrées. Soudain, sœur Arélie Maroquine, l'une des 2 religieuses, s'arrête et devient pâle devant les fidèles qui font la queue. Elle retourne à l'autel les yeux en larmes, va voir le père Rayito et lui montre le ciboire qu'elle tient dans les mains, dans lequel une des hosties est tachée de sang. Elle a une texture humide et friable, tellement que lorsqu'on la touche délicatement, un petit fragment se détache. Le père Rayito et le père Leopoldo se parlent rapidement jusqu'à ce que le père Rayito s'exclame à haute voix. C'est un miracle et montre publiquement l'hostie tachée de quelques gouttes de sang frais à toute l'assemblée. Les gens sont émus, certains applaudissent, d'autres pleurent. Bon, allons droit au but, ce qui nous intéresse, vous comme moi je pense, c'est les analyses scientifiques qui ont suivi par la suite. Les ressemblances avec les miracles eucharistiques de Buenos Aires sont frappantes, et tous 2 extrêmement bien attestés, d'où ma volonté de les avoir regroupés tous les 2 dans ce 5e mystère inexplicable, les miracles eucharistiques en béton. Déjà, la méthode fut la même. C'est à nouveau l'équipe de Castanon Gomez, réputée pour son professionnalisme et sa rigueur, qui a été mandatée pour superviser le tout. Comme pour Buenos Aires, des échantillons sous scellés ont donc été envoyés à plusieurs laboratoires scientifiques indépendants, en aveugle, c'est-à-dire sans leur préciser que les échantillons étaient en fait des parcelles d'hostie. Après plusieurs années d'enquête, le 25 mai 2013, dans l'auditorium Sentimentos de la Nación de Chilpancingo, une conférence a été organisée pour présenter toutes les conclusions de l'enquête. Elle est disponible sur YouTube, là aussi je vous mettrai le lien en description. Les conclusions des laboratoires furent toujours les mêmes, comme à Buenos Aires, comme pour Lanciano. Premièrement, du sang humain a bel et bien été trouvé. Par exemple, le laboratoire GenX à La Paz, en Bolivie, a confirmé la présence d'hémoglobine, une protéine présente dans les globules rouges du sang. Dans la conférence est d'ailleurs montrée à l'écran la docteure Susana Pinel en train de réaliser le test visant à détecter l'hémoglobine humaine. Et puis, 2 études distinctes, suivant différentes méthodes, ont abouti à une même conclusion. Le sang humain provenait de l'intérieur même de l'hostie en pain. Dans l'une d'elles, le docteur Eduardo Sanchez Lazo, directeur du laboratoire Corporativo Médico-Légal à Mexico, a démontré qu'il était impossible que ce soit du sang provenant de l'extérieur et qui aurait mouillé la surface de l'hostie. Je vous passe les détails un peu techniques, mais les autres conclusions communes des laboratoires fut que le sang était de groupe sanguin AB. Tiens, comme sur l'hostie de Lanciano. À Buenos Aires, en revanche, le groupe sanguin n'a pas été recherché. Ensuite, l'échantillon analysé correspondait là encore à un muscle cardiaque, qui aurait beaucoup souffert ou aurait subi un traumatisme. Ce fut en tout cas l'avis de tous les scientifiques, comme le docteur Marco Blanquichette Anaya, un cardiologue du Nuevo Hospital Boca Grande en Colombie, qui pensait que la personne ayant eu ce cœur avait subi soit un infarctus, soit un stress physiologique intense. Ensuite, parce que c'est pas fini, sous une couche de sang coagulé, du sang frais était toujours en contact avec l'hostie. En effet, en février 2010, soit 4 ans après le miracle, l'ingénieur Fernando Rodriguez Pérez, un expert en imagerie, est venu à Tixla et a visité la chapelle où le miracle est préservé. Il a disposé ses instruments à quelques mètres de l'autel. Il comprenait un microscope numérique à haute puissance émettant de la lumière blanche et ultraviolette. Son étude de balayage au microscope a révélé que du sang frais était encore présent dans la portion tachée de l'hostie, sous la couche superficielle de sang visiblement coagulé. C'était une découverte impressionnante, étant donné que plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis que le miracle avait eu lieu. L'épaisseur de l'hostie a été examinée avec une technique de lumière infrarouge, arrivant à la même conclusion. Le sang provenait de l'intérieur. Ainsi, la question qui inquiétait l'évêque avant les enquêtes a finalement trouvé une réponse. La tache rouge n'a pas été ajoutée par une personne mal intentionnée, car le sang s'est inexplicablement écoulé de l'intérieur de l'hostie. Enfin, comme à Buenos Aires, dernier élément mais non des moindres, la présence de globules blancs vivants. Encore une fois, les globules blancs ne peuvent absolument pas survivre plus de quelques minutes à quelques heures séparés d'un organisme vivant et sans technique de conservation particulière. Et pourtant, après plus de 3 ans, les scientifiques ont pu trouver plusieurs globules blancs vivants, au point que l'un d'entre eux, qu'on appelle un macrophage, a même été capturé sur une lame de verre en faisant son travail, celui d'engloutir des débris graisseux. Bref, les conclusions du miracle de Tixla ressemblent fortement à celles de Buenos Aires et sont tout aussi impressionnantes. Et pourtant, le miracle a eu lieu dans un autre pays et a été analysé par d'autres scientifiques.
Les miracles de Tixla et Buenos Aires sont donc des miracles en béton, extrêmement bien attestés, et si vous voulez en découvrir d'autres, eh bien abonnez-vous pour voir les autres épisodes de cette série, et surtout, allez voir notre site 1000raisonsdecroire.com, on a déjà développé plus de 500 arguments en faveur de la foi catholique, dont beaucoup sont des miracles. Et n'oubliez pas de partager autour de vous, merci d'avance.